nous soutiennent dans l'organisation de cette campagne et qui est secrétaire du Parti Socialiste. Jacques. Voilà, merci pour nous, c'est un peu la rentrée officielle publique de Toulon en commun, même si on vous reçoit encore dans un pseudo-chantier. On aura une autre occasion de festivité autour de l'inauguration du local. Mais c'était important pour nous de marquer ce temps de rentrée parce qu'il y a eu évidemment un été avec un certain nombre d'événements et puis une rentrée scolaire aussi extrêmement chargée, nationalement une rentrée sociale très préoccupante et localement également un certain nombre d'événements qui font que il nous semble qu'il est nécessaire que Toulon en commun se situe dans le paysage politique qui s'est largement reconfiguré ces derniers temps et resitue son positionnement dans ce prisme redessiné. Donc, si on cherche à faire l'état des lieux, finalement, des camps politiques qui se dessinent dans le cadre de cette campagne municipale, eh bien, on voit une multiplication, en tout cas plusieurs listes qui se composent à droite. Et ce qu'elles ont de caractéristique, c'est qu'elles occupent la droite hein, la droite dure. Je parle bien sûr du candidat Bonus, qui est candidat sénateur, hein, on ne sait plus quand est-ce qu'il est candidat, quand est-ce qu'il est sénateur d'ailleurs, et qui, au titre de sénateur LR, bien sûr, est responsable des choix politiques et de la politique nationale de Macron, et notamment des choix qui concernent les collectivités, hein, qui concernent la ville de Toulon, puisqu'il a voté un budget qui restreint les collectivités financièrement, qui les étrangle, et que par ailleurs, il dit tout le bien qu'il va faire à Toulon, ben, il pourrait commencer par voter des budgets qui puissent donner à Toulon les moyens de fonctionner. De l'autre côté, on a une candidature Modem, une candidature de Palens. Modem, je fais vite, mais Modem, c'est Bayrou quand même. Hein. Cet homme qui a mis la France dehors il y a 10 jours de cela, qui veut supprimer 2 jours de repos aux Français, augmenter les franchises sur les médicaments, durcir les conditions du chômage. Je ne fais pas le laïus parce que vous le connaissez, mais on a là aussi une problématique et des choix de société qui sont très marqués du côté à la fois du conservatisme et puis du fait d'abîmer le pacte social. On a une candidature de droite écologiste, dont on ne sait pas très bien comment elle se configure, d'ailleurs, hein, pas tellement d'éléments, et puis la candidature potentielle du Rassemblement national, en la personne de Madame Lavalette, qui est bien au Rassemblement national. Hein. Si vous cherchez, parce que vous ne trouverez pas dans les affiches, je vous confirme, hein, elle est à la fois discrète sur son appartenance, je vous en prie, discrète sur son appartenance politique à Toulon et en même temps porte-parole du Rassemblement national. Donc là, on est un petit peu dans les contradictions, mais on n'est pas à une contradiction près de ce côté-là, on pourra en reparler éventuellement. Ce qui signifie quand même que ce paysage politique d'une droite, on va dire, nombreuse, il est plutôt radicalisé, hein, plutôt très clairement positionné à droite, et que ça ouvre le prisme et que Toulon en commun, finalement, devient la force politique de rempart contre des discours d'exclusion, des discours de manœuvres politiques, et on ne va pas revenir sur les épisodes de l'été, parce que ce n'est pas notre sujet, mais bien entendu, nous condamnons tout ce feuilleton à la Borgia qui s'est produit tout l'été et qui a donné une piètre image de Toulon. Donc finalement, nous incarnons ce rassemblement républicain, humaniste, progressiste, et la véritable alternative sociale pour Toulon. Et on peut confirmer ça, si vous voulez, par le travail que nous accomplissons depuis 2020, parce que je n'affirme pas cela comme ça par fantaisie ou par autoglorification.
c'est le travail que nous menons depuis 2020 au conseil municipal. Regardez les procès-verbaux, nous sommes les seuls à prendre la parole, à nous opposer de manière constructive, de manière argumentée, responsable, et à proposer avec des arguments une alternative pour la ville, et ce sur l'ensemble des sujets. Donc notre liste, elle se définit par son positionnement en termes de valeurs, hein, vous le voyez, on les a portées depuis toujours, ces valeurs de progrès, de gauche et d'écologie. Nous sommes une liste citoyenne, sociale, écologiste et solidaire. Et nous nous réunissons à la fois un rassemblement de partis politiques de gauche et d'écologie, un large rassemblement, et puis des acteurs de la vie publique, associatifs, syndicalistes, citoyens vivant dans tel ou tel quartier, qui se retrouvent finalement dans notre volonté à la fois d'être ambitieux pour la ville, d'avoir un discours et un comportement exemplaire et éthique, et puis d'avoir aussi une méthode de gouvernance qui est unique, puisque nous travaillons depuis 2020 dans le collectif, et ça signifie que les décisions et le mode de travail, il est ouvert, une assemblée par mois ouverte à tous, des décisions qui se prennent au consensus, et donc des orientations qui sont forcément partagées par les habitants qui nous rejoignent, puisqu'ils contribuent à les faire. Pour nous, c'est un modèle de ce que doit être une gouvernance pour une ville, justement à l'échelle de la totalité d'une municipalité. Deux lignes claires pour finir sur ce premier temps, deux lignes claires qui vont être les flux d'irrigation de notre projet, parce que ce projet il est en travail depuis le mois de mars. Nous travaillons avec les Toulonnais en direction des municipales déjà depuis 6 mois. La première ligne, c'est changer la vie des Toulonnais au quotidien, améliorer leur pouvoir d'achat et changer leur tous les jours. Vous savez, tous ces petits tracas du quotidien qui fait qu'on se lève dans un appartement qui est insalubre et humide, qui fait qu'ensuite on a 3 bus à prendre et 50 minutes de trajet pour aller dans l'endroit où on bosse, où les enfants ne sont pas pris en charge en début de journée parce que c'est trop tôt pour le périscolaire. Toutes ces questions-là, il faut qu'on les règle avec les Toulonnais et nous avons les moyens de les régler. Donc changer le quotidien, changer le tous les jours et redonner du pouvoir d'achat et du pouvoir d'agir. Et puis d'autre part, proposer un grand projet d'avenir pour la ville. Nous y travaillons, qui va faire enfin entrer cette ville dans le 21e siècle. Cette ville qui est restée figée sur un logiciel des années 80, qui a immobilisé, on va dire, des grands ensembles, les centres commerciaux de centre-ville, le tout-voiture, les parkings qui asphyxient la ville, les embouteillages. Voilà, vous connaissez la réalité de la vie toulonnaise. Eh bien, il faut absolument changer de perspective et enfin faire entrer cette ville dans le 21e siècle avec les ambitions et les enjeux qui y correspondent. Voilà, je laisse peut-être un peu la parole à André sur la poursuite de l'analyse politique. Oui. Nous, notre vision, notre façon de comprendre la ville et de comprendre la métropole. D'abord, Magali vient de dire, mais le bilan, il n'est pas bon pour nous. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait, ça ne veut pas dire que les choses n'ont pas avancé, mais à quoi qu'on partons? Un passé catastrophique. Deuxième, si Magali aussi l'a dit, mais ça va me permettre d'avancer sur d'autres questions, on est clairement une liste de gauche, mais on est une liste de gauche ouverte à toutes les bonnes volontés. Nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'on soit gouverné par des satrapes, et que donc on ait à subir les affaires, les retards, l'impéritie. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de Toulonnais qui n'ont pas forcément voté à gauche à d'autres élections et qui peuvent s'intéresser à une équipe dynamique, compétente et honnête. Voilà, et évidemment ce qui va peser, Magali l'a dit aussi, c'est le contexte national quand même, parce que vous voyez bien qu'il y a une situation d'une France en très très grande souffrance,
et qui est divisé. Et nous, notre objectif, c'est de rassembler. Rassembler les Toulonnais comme on veut rassembler au niveau national les Français. Pour Toulon, pour nous, pour la gauche, ça se passe bien. Ça se passe en tout cas beaucoup mieux que d'autres villes. Bien sûr, nous ne sommes pas encore tout à fait au complet, on peut y revenir si vous le souhaitez, mais nous sommes rassemblés depuis 6 ans et nous travaillons depuis 6 ans. C'est quand même symptomatique et important de le dire. Et en même temps, nous ne sommes pas dans le psychodrame tragicomique de la droite, ni non plus dans l'opacité de Madame Lavalette. Madame Lavalette qui n'est plus au RN apparemment, puisque elle n'est pas sur les affiches, c'est pas marqué RN. Évidemment, les condamnations sont posées au niveau national sur le RN et les enquêtes en cours sur le financement des élections municipales et régionales ici à Toulon vont peut-être aussi peser dans sa façon de se camoufler. C'est pour nous, comme disait Magali, un repositionnement pour nous et pour les Toulonnais qui nous l'espérons, va faire réfléchir à la population. Et évidemment la droitisation, avec, j'ajoute à ce que disait Magali, le fait que M. Bonus, le tournant à droite de Falco, puisque maintenant il soutient de nouveau les Républicains, et que les Républicains, dans le Var, eh bien, ils font des accords avec le Rassemblement national. Voilà. Donc, voilà. Nous sommes, nous, plongés dans la construction de ce grand projet fédérateur, global, écologique, social, ambitieux, mais à la fois réaliste. On fera des propositions. On ne va pas tout faire, mais on peut avancer quelques propositions qu'on a déjà, dont on a parlé. Je laisserai la parole à mes amis. Hein. Et puis, c'est ambitieux parce que aussi, beaucoup de Toulonnais ou Toulonnaises peuvent penser que ce n'est pas possible de faire ce que l'on va proposer. Par exemple, la gratuité totale des transports en commun. Parce qu'on leur dit, mais non, mais mon Dieu, c'est trop cher. Et pourtant, plus de 50 villes en France l'ont fait. On a fait venir les élus de Montpellier qui ont démontré comment ils avaient fait pour développer et donner la gratuité des transports en commun. Les transports en commun qui ne sont plus partie des mobilités, des propositions sur la mobilité que nous ferons. Hein, mais par exemple, on est les seuls sur le tram. On est les seuls à soutenir le tram. On est les seuls à soutenir le tram. C'est très clair. Voilà. Donc, tout à l'heure, si vous le voulez, on parlera de propositions concrètes. Et sur le tram, peut-être on peut en dire un mot parce que c'est emblématique. L'embouteillage de la réflexion, l'arrêt, l'immobilisme de la réflexion sur le transport de la gouvernance actuelle, elle est emblématique de ce que nous dénonçons sur l'ensemble des dossiers. C'est Madame Lévy qui l'a dit. Elle dit c'est resté un dossier en panne pendant des années. C'est elle qui le dit, donc vous voyez, c'est quand même emblématique. Les Toulonnais perdent 62 heures par an dans les embouteillages. Donc c'est quand même pas possible, ni sur le plan social, ni sur le plan économique, d'admettre cela et d'en rester là. Et il y a eu des éléments nouveaux cet été, puisqu'on a eu un rapport des conclusions de la Cour des comptes, de l'enquête publique, pardon, de l'enquête publique qui a rendu son positionnement. Et si on lit attentivement, et il y a un article ce matin qui évoque ce sujet-là par ailleurs dans la presse, si on lit attentivement ces conclusions, c'est une sorte de solution au rabais qui est en quelque sorte confirmée par cette enquête publique, hein, qui dit bien que la solution BHNS n'est pas une solution de long terme, hein, n'est pas une solution qui prend en compte les enjeux pour l'avenir, et faute de mieux, étant donné qu'on ne lui propose rien d'autre, accepte qu'on aille sur ce terrain-là. Mais le faute de mieux est quand même très très important, hein, de la part de ces analystes qui ont l'habitude
de réfléchir à la fonctionnalité du transport dans les villes. Et bien entendu, le faute de mieux, ça signifie faute de tramway, bien entendu. Hein. Le mot n'est pas prononcé, mais tout le monde le lit et le comprend. Voilà. Donc, il nous semble qu'on est là exactement dans la manifestation de l'immobilisme, de la résignation qui plane sur Toulon. Et c'est ça que nous souhaitons changer. Et nous le savons, puisque d'autres l'ont fait, nous pouvons le changer. Sur les dossiers, peut-être quelques éléments autres, si vous voulez, ou peut-être on parle directement de l'éducation. De la rentrée, oui, si vous voulez. Allez. Quelques mots sur la rentrée. Donc, je m'appelle Christophe Louis, je suis référent de la commission éducation à Toulon commun. Et donc, on a, dans la méthode de travail que Magali a énoncée en début de son propos, on a des groupes de travail, on est un petit peu en chantier à l'image de ce local, sur la construction du programme avec les militants. Donc l'Assemblée populaire a délégué des thématiques de travail sur différents domaines. Et donc les habitants sont invités à contribuer à la construction de notre programme. Donc notamment sur les thématiques qui ont été l'objet de conférences débats. Donc on a déjà une conférence sur les transports. Depuis le mois d'avril, on travaille sur ce format-là. Une conférence sur le logement, une conférence sur la culture et à la rentrée, donc le vendredi 3 octobre, une conférence sur l'éducation. L'idée de ces conférences débats, c'est de montrer à la population que s'il y a des choses qui se font à Toulon, en comparaison avec d'autres villes similaires, on en est très très loin. Et donc, je ne vais pas revenir sur le transport parce que Magali a détaillé, mais dans le domaine de l'éducation, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Madame Massy a pris le dossier et l'a gardé même en étant maire de Toulon. Mais pour autant, si on se compare à des villes similaires, on en est très loin. Donc, ce vendredi 3 octobre, à la salle Méditerranée, des élus de la ville de Lyon, de Marseille et de Gentilly vont venir nous parler de différents sujets, donc notamment la rénovation du bâti scolaire, qui est un grand sujet et qui est absent, en tout cas à Toulon, des préoccupations de la municipalité. La végétalisation des écoles, la mairie se targue d'avoir végétalisé 5 écoles depuis le début de son mandat, 2 autres en cette fin d'année, donc ça fera 7. Dans les villes similaires, on est à plus de 25%, à Lille, 100% des écoles sont végétalisées, donc le retard est colossal quand on se compare à d'autres municipalités. Donc la végétalisation et les rues aux écoles qui sont beaucoup développées, notamment par la ville de Lyon, qui permettent d'avoir des espaces sécurisés autour des écoles pour que les familles puissent se rendre à l'école en trottinette, en vélo, à pied, sans être mêlées à la circulation, et avec des espaces ludiques. On va parler aussi du soutien aux équipes enseignantes et aux projets, notamment les projets de sortie scolaire et les fournitures scolaires. Donc, pareil, quand on compare avec ce qui se fait dans ces villes-là, il y a des kits de fournitures qui sont distribués, il y a des aides aux projets pédagogiques qui sont faits, et des enveloppes pour des conseils de quartier pour pouvoir être force de proposition. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout à Toulon. Et enfin, et on insiste beaucoup sur ça, l'éducation, ce n'est pas uniquement les écoles, mais c'est l'éducation au sens large, donc la gestion du périscolaire, la gestion du projet de réussite éducative, et un point noir en cette rentrée scolaire, beaucoup de parents se plaignent, des cantines scolaires. Oui. Donc la ville de Toulon a décidé de supprimer un des plats des menus des cantines scolaires pour pouvoir maintenir un prix équivalent chez son prestataire qui a augmenté ses prix. Et nous, on n'est pas du tout d'accord avec ce fonctionnement-là, et on va montrer lors de cette conférence qu'il y a d'autres façons de faire, notamment en travaillant avec des producteurs locaux. Certaines villes travaillent aussi avec des serres municipales ou avec des fermes municipales qui permettent d'alimenter les cantines scolaires et d'avoir des repas et de qualité et à moindre coût. Donc voilà, les grandes thématiques qui seront débattues à cette conférence de débat éducation et qui permettront d'alimenter déjà le travail que l'on a mis en place dans la commission éducation pour qu'on puisse construire le programme et l'affiner en tout cas avec des propositions qui sont crédibles, comme l'a dit André, qui sont financées, en tout cas finançables, et qui vont faire rentrer Toulon dans le XXIe siècle, tu disais Magali, en tout cas qui vont faire évoluer la ville de Toulon. Depuis la rentrée, on est allé à la rencontre des familles à la sortie des écoles, avec un document qui permet déjà d'avancer quelques mesures, donc notamment sur les fournitures scolaires, sur les cantines scolaires, sur les bâtiments et les cours d'école.
Voilà, puis un dernier point, puis après je laisserai la parole à mes camarades sur les actions de terrain. Donc on va samedi aussi à la rencontre des habitants. Les habitants de la Beaucaire, c'est la première grande rencontre que l'on va faire, même si depuis avril on est toujours sur le terrain à discuter. Mais là, on va essayer d'organiser des rencontres avec les habitants pour faire les besoins par quartier et essayer aussi, nous, de proposer un grand projet emblématique pour chaque quartier pour faire évoluer les choses pour la vie des habitants. Voilà, est-ce que vous voulez ajouter quelques éléments? Pareil, moi je suis plus orienté sur la culture et l'urbanisme, c'est les deux sujets qui me plaisent beaucoup. C'est vrai que je défends beaucoup le tram au Conseil métropolitain et je défends aussi des choses par rapport au réchauffement climatique, on en a vraiment parlé. Et de temps en temps, on peut en parler de manière générale, dire qu'il faut plus d'arbres, il faut végétaliser, il faut débétoniser. Puis après, on peut parler aussi au niveau concret sur Toulon, des petites choses qui semblent des petites choses, mais qui sont très importantes. Je pense par exemple au quai Kronstadt, donc le quai où il y a tous les bars. Les bars ont avancé par rapport à ce qui était prévu au départ, et ce qui fait que les piétons n'ont presque plus de place, et qu'en plus, les jours de marée haute ou de pluie, c'est complètement inondé. Donc moi, je milite pour avoir un quai qui soit remis élargi, comme dans la partie Est, où il a été élargi dans la partie Est, et surélevé, pour que ça bloque, pour que l'eau ne passe pas, et ça va être de pire en pire. Donc si on ne commence pas maintenant à prévoir un petit peu l'augmentation de l'eau et les conséquences que ça va avoir, plus on attend, plus ce sera grave. Voilà, on a fait un premier tour d'horizon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que on a répondu à... En tout cas, vous voyez un petit peu les grandes lignes de ce que l'on voulait mettre en avant ce matin. Par rapport au tram, vous l'estimez comment dans vos listes de priorités? C'est très haut, moyennement haut Alors, c'est très haut parce que ça bloque la vie des Toulonnais au quotidien. Je ne vais pas commencer à vous dire que le tram c'est plus important que le logement, qu'il est plus important que l'éducation ou que la culture. Hein. Le logement, c'est un énorme problème à Toulon. L'éducation, il faut faire beaucoup mieux à Toulon parce que sinon on met aussi en péril le pacte social et les questions de mixité sociale par exemple, elles sont aussi liées aux politiques d'éducation. En fait, il y a des grandes questions qui obligent à répondre avec différentes thématiques. Mais le tram, c'est essentiel parce que ce n'est pas qu'un problème de transport en réalité. C'est un problème économique parce que c'est 100 € en moyenne pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, le coût du transport actuellement. C'est un problème de santé publique parce que qui est victime des pollutions et des embouteillages? C'est les plus fragiles d'entre nous, ce sont nos anciens, ce sont les enfants, ce sont les personnes malades avec des problèmes d'asthme, etc. C'est une question écologique évidemment, et voilà, on sait aujourd'hui que ça touche ensuite toute la panoplie des difficultés de la chaleur pendant l'été et des problèmes aussi de pollution. Et puis c'est aussi une question sociale. Parce qu'avoir la liberté de se déplacer d'un quartier à un autre, facilement, c'est favoriser justement les déplacements, c'est donner des chances à des gens qui sont dans des quartiers quasiment assignés à résidence parce que tout est très mal desservi, eh bien d'avoir la liberté de circulation. Et donc c'est une façon aussi de faire se rencontrer la population, de faire vivre les centres-villes, de faire vivre les quartiers. C'est aussi un levier économique. Donc vous voyez, on touche finalement toutes les questions à travers ce point d'entrée. Si on fait un peu l'avocat du diable, je me permets, il y a des villes comme Avignon, que je connais bien, alors qu'on a d'autres problématiques liées au rempart. Mais dans le mandat de Cécile L, c'était vraiment son truc majoritaire, le tram, et ça a mis des années à se mettre en place, à se construire aussi. Au final, c'est pas tant utilisé que ça. Est-ce que c'est pas une peur de se dire déjà, est-ce que vous allez avoir le temps, si jamais il y a mandat, de le faire en 5 ans, et ensuite que ce soit utilisé, quoi. 2 choses. D'abord, depuis combien de temps le dossier est bloqué? Depuis 2007 déjà, Monsieur Falco a changé d'avis sur le tram. On est en 2025, presque 20 ans après, rien n'a été fait depuis son changement. Donc, j'allais dire, on ne va pas nous donner des leçons d'efficacité de ce point de vue-là.
Deuxième chose, nous, on ne pense pas le tram et c'est tout. On pense développement des transports avec l'ensemble des interconnexions et les transports doux aussi, et gratuité. Et gratuité. Et c'est peut-être pas le choix qu'avait fait Avignon. C'est-à-dire que le développement des transports, les habitants jouent le jeu quand il y a d'autres incitations. Et la gratuité en est une. Et donc il faut penser la logique d'ensemble, c'est développement des transports, le tram comme colonne vertébrale, Philippe expliquera ça très bien, et gratuité, parce que c'est le levier qui permet de passer en quelque sorte à un changement de comportement de mobilité. Ça, c'est une leçon de Montpellier. Oui, ce que j'allais dire, c'est Montpellier qui a mis ça en place là. Et de Montpellier, ils ont expliqué que suite aux mesures qu'ils ont prises, à la fois, j'insiste bien, de développement et de gratuité, la fréquentation a augmenté de façon exponentielle. De toute façon, là, c'était déjà saturé aujourd'hui. Mais bien sûr. Là, moi, je veux dire par rapport à Avignon, justement. Toulon est une ville qui a été prise en exemple il y a 30 ans, 40 ans, quand on faisait les premières études, parce que c'est justement une ville qui est coincée entre la mer et la montagne. Et toute la circulation se fait sur un seul axe. Il faut absolument que cet axe soit désembouteillé, qu'on puisse aller rapidement sur cet axe. Et après, on met des petits raccords pour que les gens qui sont un peu plus loin se connectent sur le tram. Et un tram, ça doit passer normalement toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, on peut prendre le tram. Et ça peut aller de Hyères à la Seine. Ça permet d'aller de la Crau à Olioul. Parce qu'il y a 2 embranchements qui vont se faire sur l'extrémité. Mais au moins, on peut traverser Toulon en vitesse. Et ça, c'est une configuration qui est unique pratiquement en France, d'avoir cette ville qui est complètement coincée et qui était justement prise en exemple par tous les urbanistes pour dire, ben voilà, c'est le fonctionnement idéal de l'arête de Poisson pour le tram. Pardon, sur cette question, évidemment, on a beaucoup étudié la question. 500 millions. On a déjà récolté 500 millions, la ville, pour le tram. On ne sait pas ce que... je ne dis pas qu'ils ont volé, hein, pas du tout, hein, c'est pas ça. Mais je dis, voilà, on a de l'argent. Et on va continuer à avoir de l'argent. Parce qu'on a augmenté, la municipalité a augmenté le versement transport. Et sur les satisfaits outre Montpellier, allons voir à Nice, où là, les gens se sont plaints pendant les travaux, et maintenant, tout le monde est ravi de ce qui se passe à Nice. Donc, c'est un système qui, effectivement, qui marche, comme on l'a dit, surtout quand on combine ce qui a déjà été dit. Et puis toutes les études le montrent. L'étude de la CEREMA, par exemple, qui est une agence gouvernementale, et qui montre que le tram, c'est vraiment ce qu'il faut. Que disent les autres? Alors, Massy, elle est bloquée sur la position de Falco, mais Bonus et La Valette, il faut « Ah oui, mais peut-être, mais non, mais si, mais on va... » Et on pourrait rajouter le BHNS et le tram. Non. Ce qui fait la colonne vertébrale de Toulon, ça ne peut pas être une échelle. Une vraie colonne vertébrale, c'est le tram. Et c'est ça qui va organiser tout le reste. Avec comme disait Philippe, les rajouts latéraux, où on ne s'interdit rien. C'est une ville qui, par exemple, pourrait être, dans certains endroits, novatrice, par exemple, pour mettre c'est pas une décision, c'est pas une proposition pour l'instant, des téléphériques. Donc, il faut bien comprendre que la position de Bonus et de La Valette en disant oui, mais ça peut être complémentaire. Non, le BHNS et le tram, ça ne va pas ensemble. Ça va pas ensemble. À Montpellier, c'est une chose. À Toulon, il faut vraiment que la colonne vertébrale, elle soit faite par le tram. Voilà. Et en plus, qui est plus étroit. Donc, plus facile à faire passer dans le centre-ville. Pour conclure sur ce point, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est un bus à haut niveau de service qui va être mêlé à la circulation sur 30% du trajet pour 2038. 13 ans pour construire un bus. C'est un des points qui relève de l'enquête publique qui paraît totalement incohérent. La construction du tramway en 2005 était prévue sur moins d'années, donc c'est hallucinant. Et en plus, maintenant, toutes les préemptions ont été faites, presque, donc on arrive on peut passer très facilement maintenant. Autre question? Merci. C'était une bonne question. C'est une question que vous avez dit tout à l'heure, être ministre de gauche ouvert, qui veut rassembler. Quels sont les rapports avec LFI aujourd'hui? Alors, bonne question aussi. Nos rapports, d'abord, c'est de continuer à avoir des contacts. Je rappelle que nous étions, il y a un an de ça, un an et demi, en campagne, ensemble, pour le NFP, et que donc nous connaissons
nos partenaires de LFI. Et donc, nous les côtoyons à de nombreuses occasions, rentrée sociale oblige. Donc, il n'y a pas de rupture de lien. Et puis, Toulon en commun, là, au-delà des questions interpersonnelles, Toulon en commun rencontre les différents responsables des groupes de LFI. Il y a eu une rencontre avant l'été, il y en aura une prochainement. Voilà, nous sommes en discussion sur de nombreux thèmes de fond pour la ville de Toulon. Nous nous rejoignons, nous avons des positions communes. Donc nous espérons que nous allons aboutir à un large rassemblement et que nous pourrons compter sur eux. Il n'y a pas d'exigence trop c'est ce que j'allais dire. C'est quoi qui bloque en fait, qui fait que ça se fait pas? C'est qu'il y a Alors, d'abord, vous le savez, il y a eu des directives nationales à LFI, hein, c'est pas un mystère, de composer des listes partout où c'est possible. Évidemment, c'est le cas à Toulon comme ailleurs, et ça pose d'ailleurs des difficultés aussi dans des villes gouvernées par la gauche. Hein, Montpellier en est l'exemple, et puis on attend d'autres. Donc, ça fait partie des éléments de blocage, évidemment. Et puis ensuite, il y a évidemment les marges de manœuvre des négociations. Dans le camp des LFI, on veut beaucoup. Hein, nous, il nous semble que ce n'est pas le tempo de Toulon en commun. Nous avons commencé à travailler dès le mois de mars. Des assemblées ont eu lieu, vous connaissez tout à fait le fonctionnement de Toulon en commun pour y avoir participé. C'est le consensus de l'assemblée qui fait les choix et ce n'est pas une personne avec sa petite capacité de réfléchir qui décide pour tous. Et donc ces choix-là, ils ont déjà été faits. Donc il y a un décalage de tempo, il faut qu'on arrive à harmoniser les positions en tenant compte de cela. Je rajouterais que notre conception, c'est pas le tempo et c'est pas notre conception de nous baser uniquement sur des résultats des élections pour essayer de composer une liste. Nous composons une liste pas non plus seulement sur un programme, mais aussi sur des valeurs, sur des méthodes, sur des pratiques. Toulon et LFI étaient à Toulon en commun en 2020, ils nous ont quittés, ils sont revenus en 2024, ils sont repartis. Maintenant ils sont donc sur cette conception nationale de faire des listes partout où ils peuvent. Ils ne refusent pas de nous rencontrer, donc on va continuer le travail. Mais notre conception à nous, c'est pas de calculer sur 2 élections par exemple et de sortir la calculette et des choses comme ça. Par exemple, ils nous demandent un programme de rupture, mais on est parfaitement d'accord. Programme de rupture avec quoi? Évidemment avec des pratiques nationales, mais surtout avec des pratiques locales. Et là, il faut que notre programme et que nos propositions, elles soient ancrées dans le réel toulonnais et pas des slogans un peu creux et un peu inopérants sur Toulon. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse sur ça, sur ces questions-là. C'est notre conception à nous, les valeurs, les méthodes, les pratiques, et bien sûr le programme, et aussi le contexte politique national, bien sûr, et pourquoi pas le résultat des élections. Mais d'abord, toutes les élections, y compris locales, il faut examiner les résultats de toutes les élections à Toulon, pas simplement celles qui arrangent, et celles qui nous dérangent, on ne regarde pas. Et puis surtout, c'est ça, c'est une conception. Voilà, une conception de la vie politique et une conception des pratiques politiques sur lesquelles nous travaillons. Je ne dis pas qu'ils ne les ont pas, hein, je ne veux pas porter de jugement, mais nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Voilà. Vous espérez une liste commune ou pas? Comment? Vous espérez une liste commune ou pas? On espère rassembler sur Toulon en commun le maximum de forces politiques et de forces au-delà du politique, hein, des syndicats, des associations, des associatifs plutôt qui nous rejoignent. Et voilà, LFI en fait partie, c'est pas non plus comment dire, une obsession unique. Le rassemblement, il se joue, je vous le disais pour commencer, hein, de l'ensemble des 2 côtés du prisme. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté, humanistes à Toulon, qui sont soucieux de l'éthique et qui refusent l'exclusion et le message raciste, et qui vont être sensibles et à notre projet et à nos méthodes.
Et c'est pour ça qu'on insiste pour avoir des personnes non encartées comme moi, comme Christophe, parce qu'on pense aussi que la politique ne devrait pas être réservée. Les partis sont essentiels, mais il faut aussi ouvrir à tout le monde pour que les Toulonnais se sentent concernés par tout ce qu'on leur propose et puissent décider en assemblée, peuvent décider eux-mêmes quels seront nos objectifs, quelles sont nos priorités. Parce que ça, c'est vraiment le principe de l'Assemblée qui décide. Et on avait choisi dans nos statuts en 2020 de procéder par consentement mutuel, et que si vraiment on n'y arrivait pas, on aboutissait à un vote avec au moins 60% de pour que ce soit acté. Depuis 2020, nous n'avons jamais eu à voter. Nous avons toujours réussi à trouver un consentement. Ça prend du temps. Il faut discuter parfois. Il y a des sujets très simples où tout le monde est d'accord, et des sujets plus complexes où on n'a pas tous les mêmes idées. On a toujours réussi à arriver à un consentement mutuel et à faire en sorte de ne pas avoir à voter pour décider est-ce qu'on fait ceci ou cela. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Bonjour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous serons la liste de rassemblement à gauche. Nous rassemblons tous les partis de gauche et nous espérons continuer à rassembler tous les partis de gauche. Voilà. Et au-delà des partis de gauche, comme on l'a déjà dit. Hein. Vous les appelez quand même. Comment Vous les appelez un peu quand même. On va se rencontrer là. Voilà. On leur a fait une proposition. Continuons à discuter. On leur a fait une proposition de rencontre là, pour la rentrée maintenant là. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Écoutez, merci beaucoup. Juste pour revenir sur votre local, il y a des horaires à communiquer ou autre? Vous êtes disponible? Alors, je pense que l'annonce, effectivement, parce que ça c'est important pour nous, c'est la date importante, le rendez-vous de rentrée, c'est notre conférence débat éducation, le 3 octobre prochain, salle Méditerranée à 18h. Et le local sera inauguré au mois d'octobre, donc on fera ce qu'il faut pour que d'abord vous soyez présents et puis également que ce soit ouvert à toute la population. Et d'ici là, on se délocalise, vous l'avez compris. Il y a des gens qui viennent spontanément aux assemblées. Les assemblées, on fait en sorte qu'elles soient dans les différents quartiers pour que ce soit accessible à d'autres. Et puis, on va aussi dans les quartiers pour écouter les Toulonnaises et les Toulonnais. Et donc, samedi matin, on prend le café à la Beaucaire, si ça vous branche. Vous y êtes les bienvenus. Voilà. À 10h. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Sûrement RCH, on va vouloir prendre Quelques questions audio. la captation.